L'année est 1845. Soufflons la poussière des pages de l'histoire et essayons de comprendre l'esprit de cette époque. Tout comme l'humanité se vante aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou du tourisme spatial, à l'époque, elle se vantait de la révolution industrielle. Les machines à vapeur avaient rapproché les mondes, les usines bourdonnaient d'activité et la science faisait chaque jour de toutes nouvelles découvertes. L'Empire britannique, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, se pavanait comme s'il possédait le monde. La carte du monde n'était pas encore entièrement définie. Mais sur cette carte, il y avait un vide blanc qui dérangeait les Britanniques, un vide qui se dressait avec défi, blessant leur orgueil. Ces eaux glacées et dangereuses au sommet du Canada, le passage du Nord-Ouest. Quelle était l'importance de ce passage? Parce qu'à l'époque, le canal de Panama n'était même pas un rêve. Pour qu'un navire aille d'Europe en Asie, il devait contourner la pointe la plus méridionale de l'Amérique du Sud, contourner ce cap dangereux. Cela signifiait un voyage qui prenait des mois et coûtait une fortune. L'amirauté britannique, le cerveau de la marine, était devenu obsédé par cette idée. Si nous trouvons un chemin par le nord, à travers la glace, nous serons les rois du commerce et nous serons ceux qui compléteront la carte. Avec cette ambition, la plus grande et la plus coûteuse expédition de l'histoire, celle dont on disait sur le papier qu'elle n'échouerait jamais, fut préparée. Mais le destin a toujours une réponse amère pour l'orgueil démesuré, l'hubris. Le capitaine indésirable et les vaisseaux spatiaux. Vous savez quelle est la partie la plus tragicomique? Sir John Franklin, qui a été mis à la tête de cette expédition massive, n'était en fait le premier choix de personne. En fait, il n'était même pas le deuxième ou le troisième. Il était le cinquième choix. L'amirauté l'a d'abord proposé à d'autres. L'un a dit « Je ne peux plus supporter ce froid, je suis trop vieux ». Un autre ne voulait pas aller contre la parole de sa femme. Alors qui a accepté cette offre folle? Sir John Franklin, 59 ans, connu sous le surnom de « l'homme qui a mangé ses bottes », parce que lors d'une précédente expédition, il avait perdu la moitié de ses hommes et avait été contraint de manger de la mousse et le cuir de ses propres bottes pour éviter la famine. On ne pouvait pas dire de Franklin qu'il était un mauvais homme. Au contraire, il était paternel, avait de bonnes relations avec ses hommes, était religieux et gentil. Mais c'était aussi un homme qui possédait une grande ambition et précipitait parfois les choses. Cette expédition était son dernier spectacle avant la retraite. 2 navires furent placés sous le commandement de Franklin, le HMS Erebus et le HMS Terror. Même les noms de ces navires, l'un signifiant « ténèbres », l'autre « terreur », semblaient prédire la fin qu'ils allaient connaître. Mais ce n'étaient pas des navires ordinaires. C'étaient comme les vaisseaux spatiaux de cette époque. Comme c'étaient en fait des navires de guerre, bombardes. Ils avaient des coques très robustes, mais leurs coques étaient également plaquées de fer supplémentaire pour pouvoir briser la glace. Ce n'était pas tout. À l'intérieur, des systèmes de chauffage à vapeur, difficiles à trouver même dans les maisons londoniennes de l'époque, furent installés. À l'intérieur des navires, des moteurs à vapeur de 25 chevaux et des hélices démontées de locomotives de train furent installés pour qu'ils puissent fendre la glace même s'il n'y avait pas de vent. Ils emportèrent une bibliothèque de 12 000 livres, des costumes de théâtre, un orgue de barbarie, boîte à musique, un singe nommé Jaco, offert par Lady Franklin, et un chien Terre-Neuve nommé Neptune. Bref, les hommes partaient pour des vacances luxueuses, pas vers leur mort. Le tueur invisible, 16 000 boîtes de conserve. Alors que les navires partaient avec 129 hommes, tout semblait bien aller. En quittant l'Angleterre, tout le monde faisait signe, des lettres étaient écrites, « Nous allons marquer l'histoire », disait-il. Mais le désastre s'était déjà enroulé comme un serpent dans le garde-manger du navire avant même qu'il ne quitte le port. La plus grande innovation de l'expédition était d'emporter de la nourriture en conserve. Un nombre que la hace de 16000, boites de conserve. Nous n'aurons jamais faim, nous avons assez de nourriture pour ne pas mourir de faim pendant 3 ans, disait-il. Mais le processus d'appel d'offres a été fait dans la précipitation.
L'entreprise qui a remporté l'offre avec le prix le plus bas a commis une terrible erreur en essayant de respecter le délai. Ils ont utilisé de la soudure au plomb pour sceller les couvercles des boîtes. La main-d'œuvre était si médiocre que le plomb a fondu et a coulé dans la nourriture. Ce n'est pas tout. Les tuyaux de ce merveilleux appareil, qui obtenait de l'eau douce à partir de l'eau de mer, étaient également en plomb. Ainsi, dès le premier jour, chaque repas que ces pauvres hommes mangeaient, chaque goutte d'eau qu'ils buvaient, commençait à les empoisonner lentement. L'empoisonnement au plomb est une chose insidieuse, mon ami. D'abord vos gencives deviennent noires, puis la fatigue s'installe, mais le pire résultat est qu'il affecte votre cerveau. Paranoïa, perte de la capacité de décision, hallucination. Ainsi, alors qu'ils avaient besoin de penser clairement dans cet enfer glacé, ils commençaient tous lentement à perdre la raison. Le piège de glace est le mauvais tournant. Les baleiniers les ont aperçus pour la dernière fois au large des côtes du Groenland en juillet 1845. Une fois que les navires sont entrés dans le brouillard, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Alors que s'est-il passé? Lorsque Franklin a atteint l'île du roi Guillaume, qui n'était pas entièrement connue sur la carte à l'époque, il a dû prendre une décision qui allait tout changer. Il allait contourner soit par l'est, soit par l'ouest. Il a choisi l'ouest. Aujourd'hui, nous savons que cet endroit était un piège. C'était un endroit où les vents et les courants comprimaient la glace en un seul passage étroit, un endroit avec le plus de champs de glace au monde. En septembre 1846, le piège s'est refermé. Les navires se sont soudainement retrouvés coincés au milieu de la glace. L'équipage était calme au début. L'hiver passera, l'été viendra, la glace fondra et nous continuerons notre chemin, disait-il. L'été 1847 est arrivé. Mais cette année-là, le temps dans l'Arctique était si froid qu'il n'a pas permis à la glace de fondre. Les navires ne pouvaient bouger d'aucune façon. Le cauchemar commence. Alors qu'ils entraient dans le deuxième hiver, tout a commencé à empirer. Le scorbut s'est ajouté à l'empoisonnement au plomb. En raison de la carence en vitamine C, les gencives des gens se rétractaient, leurs dents tombaient, les vieilles blessures guéries se rouvraient. Pensez à l'environnement. Un froid de -40 degrés, une nuit noire au pôle, et à l'intérieur, des hommes gémissants et délirants crachant du sang. En juin 1847, leur chef Sir John Franklin mourut. Le commandement passa à son adjoint, Francis Crozier. Crozier avait une bonne expérience, mais il ne pouvait rien faire. Avec l'arrivée de 1848, les provisions s'épuisaient. De plus, la plupart de ces magnifiques boîtes de conserve s'étaient avérées gâtées. Crozier prit la décision la plus difficile de l'histoire, abandonner les navires. La marche de la mort. En avril 1848, les 105 hommes restants descendirent des navires. Leur plan était le suivant, marcher jusqu'à la rivière Back, à des centaines de kilomètres au sud, et trouver de l'aide à partir de là. Mais les choses qu'ils ont emportées avec eux sont la preuve qu'ils souffraient d'une éclipse mentale. Au lieu de choisir un équipement léger pour survivre, les hommes ont pris des couverts en argent, de lourds rideaux, des livres et, pire que tout, des chaloupes géantes, pesant chacune des tonnes. Ils ont essayé de tirer ces bateaux sur des traîneaux sur cette glace accidentée. Ces hommes, déjà malades, affamés et empoisonnés, portaient leurs propres pierres tombales avec ces objets inutiles qu'ils avaient pris avec la logique du « peut-être en aurons-nous besoin ». Le point où l'humanité s'arrête, le cannibalisme. Nous arrivons ici à la partie la plus sombre et la plus écœurante de l'histoire. Pendant des années, les Britanniques ont nié cela. Mais les faits ne peuvent être cachés sous la glace. Pendant la marche, les hommes n'ont pas pu endurer et ont commencé à mourir un par un. La faim a atteint un niveau si terrible que les officiers britanniques civilisés ont perdu leur humanité. Vers la fin de la route, les survivants ont commencé à couper et à manger la chair de leurs amis morts. Des années plus tard, les habitants, Inuits, de cette région ont dit aux Britanniques venus les chercher « Nous avons vu des hommes marchant sur la glace ressemblant à des fantômes. Ils portaient de la chair humaine dans leurs marmites. »
Des noms célèbres en Angleterre comme Charles Dickens étaient furieux lorsqu'ils ont entendu ces récits. Ils ont écrit des articles blâmant les habitants, disant « Le noble marin britannique ne commettrait jamais de cannibalisme. C'est une invention de ces indigènes sauvages. » Mais 150 ans plus tard, à la suite d'examens médico-légaux modernes effectués dans les années 1990, il a été prouvé que les Inuits avaient raison depuis le début. Sur les os retrouvés, il y avait des traces de couteaux montrant que la chair avait été retirée de l'os, et même des marques indiquant que des os brisés avaient été fissurés pour sucer la moelle. C'était la forme la plus pure et la plus sauvage du désespoir. Les recherches et les découvertes ironiques. Lorsque Franklin et ses hommes ne sont pas revenus, la plus grande opération de recherche et de sauvetage de l'histoire a commencé. Des dizaines de navires ont été envoyés. Tant de navires ont été envoyés que certains se sont perdus parmi eux, certains sont restés coincés dans la glace. En fait, l'un de ces navires de recherche, le HMS Resolute, a été abandonné dans la glace, et des années plus tard, il a été retrouvé par un baleinier américain. Les Américains ont réparé le navire et l'ont offert à l'Angleterre. La reine Victoria, en guise de geste, a fait fabriquer un bureau à partir des planches de ce navire et l'a offert au président américain. Ce fameux « bureau Resolute », utilisé aujourd'hui par les présidents américains dans le bureau ovale, est fabriqué à partir de pièces du navire qui est parti à la recherche de cette tragédie. Quel destin étrange, n'est-ce pas? L'acte final, le retour des vaisseaux fantômes. Pendant plus d'un siècle, les navires de Franklin sont restés une légende. Personne ne pouvait les localiser. Jusqu'au développement de la technologie moderne, et surtout, à la valorisation de l'histoire orale des Inuits. Bien que les habitants disent depuis des années « le navire a coulé là-bas, nous avons vu son mât », personne n'avait écouté. Enfin, l'Erebus a été atteint en 2014 et le Terror en 2016. Et il se tenait presque intact sous l'eau. L'eau froide avait assuré qu'il reste solide. Des assiettes sur les étagères, des fusils au mur, même les papiers sur le bureau du capitaine se tenaient juste là où ils étaient. Vous savez quel est le détail le plus effrayant? Le nom de la baie où le Terror a été retrouvé avait été marqué sur la carte des années auparavant comme « Baille de la Terreur », Terror Bay. Elle n'a pas pris son nom donné au hasard d'un navire, mais pourtant, le navire a apparemment donné sa vie dans la baie portant son propre nom. Conclusion, le prix de l'Ubri. L'expédition perdue de Franklin nous a appris ceci, mon ami. Peu importe la technologie avancée que vous possédez, peu importe la robustesse du navire que vous avez, vous ne pouvez pas vaincre la nature. Ces hommes sont partis avec l'orgueil de « nous avons conquis la nature ». Mais la nature leur a montré de la manière la plus douloureuse qui était invincible. 129 hommes, à des milliers de kilomètres de chez eux, sachant qu'ils ne reverraient plus jamais leurs proches, ont rendu leur dernier souffle dans la faim, la folie et la peur. Derrière eux, ils ont laissé un mystère entièrement résolu 170 ans plus tard et une triste histoire enfouie dans la glace. Alors voilà. La prochaine fois que vous prendrez une boîte de conserve ou que vous regarderez vers le nord sur une carte, souvenez-vous de ces fantômes condamnés à marcher pour toujours sur ces glaciers impitoyables. Car leur histoire est bien plus qu'une simple expédition, c'est la preuve la plus sombre de jusqu'où peuvent aller les limites de l'âme humaine.